Bonjour, Mioson. Bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro Audacieux. Je suis Kodjo Joachim. Je suis un Togolais en France depuis 2021. Je suis économiste et spécialisé en développement durable. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France parce que je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole. J'ai créé aussi cette chaîne pour assister mes jeunes frères et jeunes sœurs qui veulent faire la procédure Campus France pour pouvoir venir en France et étudier. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder trois choses à faire ou à respecter pour pouvoir réussir son intégration en France. Les deux premières choses, si vous ne les faites pas, vous aurez la conséquence dans l'immédiat ou à court terme. Et la troisième chose, si vous ne le faites pas, vous aurez la conséquence sur le long terme. Et cela, ça peut vous coûter même la naturalisation en France comme étant un Français. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir cette magnifique communauté de jeunes afro-audacieux. Alors, c'est quoi la première chose? La première chose ici est liée à la lecture. Et oui, c'est lié à la lecture. Je ne lis pas beaucoup trop, mais je prends toujours le temps de lire ce qui est important. Parce que dans ce pays, si quelque chose arrive, la première question que les gens se posent, c'est que est-ce qu'il y a là le droit? Est-ce qu'il a le droit? Les gens ne se demandent pas ici, est-ce que c'est un membre de ma famille? D'où est-ce qu'il vient? Il est de... Non. On se demande, est-ce qu'il a le droit? Alors, il faut prendre le temps de bien lire. Alors, la première chose ici, c'est de prendre le temps de lire son contrat de travail. Beaucoup d'étudiants étrangers viennent ici et ils signent des contrats pour faire un job ou un petit boulot à côté. Et nombreux sont les gens qui se voient piégés ou pris au piège. Alors, je vais vous conseiller ici de prendre le temps de bien lire son contrat ou vos contrats de travail. Il faut bien lire les clauses. Par exemple, il faut connaître si tu veux démissionner, comment est-ce qu'il faut procéder. La majeure partie ou majoritairement, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Voilà. S'il faut demander une permission, comment est-ce qu'il faut procéder? En cas de maladie, qu'est-ce qu'il faut présenter? Il y en a qui ne connaissent pas ça. Maintenant, pire encore, les gens ne connaissent pas leur mission. Vous savez, c'est pas parce que tu es un agent polyvalent que tu es censé tout faire dans la boîte. Par exemple, si tu travailles dans la restauration, ce n'est pas parce que tu as signé un contrat d'agent polyvalent que tu es censé faire tout. Je vous dis ça parce que j'ai été piégé aussi dans ça. Vous savez, chez nous, on a été éduqués à aider, à rendre service et tout, et parfois même à être dans l'exagération. Moi, j'étais dans un restaurant indien et j'avais signé un contrat d'agent polyvalent. Alors, je devais faire la plonge premièrement, mais s'il y a quelque chose d'autre à faire, à nettoyer les légumes, à découper les oignons et tout, je devais les faire. Alors, mais à côté, comme moi j'étais rapide, j'arrivais à faire tout ça là et nettoyer les assiettes, laver les assiettes à temps et tout. Et il y a toujours un cuisinier qui venait vers moi, qui me demandait de lui préparer les entrées. Les entrées, faire les samoussas, bon, c'est la cuisine indienne au fait. Faire les entrées, samoussas et autres pour lui. Et il me demandait, parfois j'arrivais à le faire, mais les week-ends, généralement, c'est du gros rush. Et parfois, il me demandait encore de faire ces entrées-là. Et quand je fais beaucoup d'entrées comme ça pesait sur moi et ça me ralentissait mes missions. Et parfois, le boss, il vient, il se plaint. Pourquoi est-ce que, on n'a plus d'assiettes? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de couverts? Et moi, je lui disais juste de m'excuser. Je lui présentais mes excuses. Et c'est par après que un collègue du cuisinier vient me voir et me dit non, mon frère, c'est pas comme ça que ça se passe. Lui, c'est son boulot. C'est son boulot de préparer les entrées et de finir les plats, d'envoyer les plats. Si tu veux, tu peux l'aider, mais c'est pas comme si toi, c'est ta mission de le faire à sa place. Vous voyez un peu? C'était pas ma mission, en fait. Mais moi,
je pense que c'était ma première année ici ou ma deuxième année ici. Voilà, on se dit, on veut bien faire les choses et parfois tu es dans l'exagération et les gens, ils abusent de toi. Les gens vont abuser de toi et parfois même, tu risques de rater ce pourquoi tu as signé le contrat. Et ça peut peser sur toi. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, la fiche de paie. La fiche de paie. Pourquoi tu ne prends pas le temps de lire ta fiche de paie? Pourquoi tu ne comprends pas les libellés qui sont sur ta fiche de paie? Pourtant, tu es en master. Pourtant, tu es en troisième année. Peu importe ton domaine d'études, tu dois lire ta fiche de paie. Tu dois comprendre ta fiche de paie. Tu dois comprendre les libellés. Tu dois t'intéresser à la comptabilité. Parce que même si tu fais anglais, même si tu fais l'allemand, tu es censé travailler après. Tu es censé travailler après et tu auras des fiches de paie. Tu dois comprendre ta fiche de paie. Il y en a même qui ne connaissent même pas le nombre de, le nombre de jours de repos qui leur a été attribué le mois dernier. Il y en a qui ne savent pas combien de jours est-ce que je mérite d'avoir comme jour de repos dans le mois. C'est déplorable. C'est déplorable. Il faut bien lire et se renseigner. Voilà. Il y en a même qui ne savent pas si je veux démissionner, par exemple. Quand est-ce que je dois présenter la lettre de démission? Est-ce que je dois démissionner avec préavis ou sans préavis? Si je démissionne avec préavis, quelles sont les conséquences? Si je démissionne sans préavis, quelles sont les conséquences? Il y en a qui ne savent pas. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous dis, il faut bien s'intéresser à la lecture du contrat de travail et tout ce qui en découle. Maintenant, la deuxième partie ici. La deuxième partie encore est liée à la lecture. La deuxième chose ici, c'est encore lié à la lecture. C'est la lecture du contrat de bail. La lecture du contrat de bail. La lecture de ton contrat de logement. Vous savez, chaque bailleur avec son contrat. Chaque bailleur avec son contrat et il met les clauses dedans. Il peut mettre, c'est du business au fait, il n'y a pas de pitié. Et il peut y avoir juste une petite phrase quelque part si tu ne lis pas bien ça, si tu ne le comprends pas bien, mais tu vas te faire avoir à la fin. Tu vas perdre ta caution à la fin. La caution, c'est l'avance. Bon, en Afrique, on appelle ça l'avance. L'avance que tu vas verser avant de rentrer dans le logement. Si tu ne sais pas faire, si tu ne lis pas bien les clauses de ton contrat de bail, tu vas la perdre à la fin. Moi, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Entre-temps, j'ai changé de ville. J'ai loué un nouveau logement. Et moi, avant de louer ce logement, j'avais l'habitude de rester dans des logements crous. J'ai changé 2 fois de logement crous. J'ai quitté une résidence crous pour une autre résidence crous. Et là, maintenant, j'étais chez un particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais habitué, si je veux quitter un logement ou une résidence, j'envoie juste un mail à la résidence, à la direction de la résidence, comme quoi je veux quitter le logement à telle date. Et ils me répondent. Et c'est fini. Vous voyez maintenant? Et à partir de là, on compte maintenant le préavis, le délai d'un mois pour que je sorte. Vous voyez? Moi, je suis parti à Montpellier, première fois chez un particulier. Et quand je voulais quitter, j'envoie juste un mail. J'envoie un mail comme ça que je veux quitter. Or, dans le contrat de bail, les clauses disent quoi? Avant de quitter le logement, il faut envoyer un courrier recommandé au propriétaire, au bailleur. Un courrier recommandé au bailleur. Et il vous répond. Voilà. Et à partir du moment où il répond, c'est à compter de cette date-là que la période de préavis commence. Vous voyez un peu? Moi, j'ai juste envoyé un mail comme ça et moi, j'attendais. Heureusement pour moi que j'ai eu à en parler à un ami. Et après, l'ami me contacte. Après une semaine, il me contacte et il me demande est-ce que le bailleur, il a répondu. Je dis non.
Ah, là, c'est louche. Relis ton contrat et appelle-le directement. J'ai relu mon contrat. Ah, c'est pas comme ça que ça se fait ici. Je l'ai appelé. Il m'a dit, laisse-moi un message et tout. Je l'ai laissé un message. Et après, je commence par lui envoyer beaucoup de textos et tout. Et il me dit, ah, il faut lire ton contrat. Dans le contrat, il est dit que tu dois m'envoyer un courrier. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire, il avait déjà vu mon mail de départ signalant que j'allais quitter le logement. Mais lui, il s'en fout. Il s'en fout parce que il- ça ne commence pas. La période de préavis n'a pas encore commencé. Or, chez moi, je lui ai déjà annoncé et que la période de préavis va commencer comme ça. Mais non, c'est faux. Voilà. De l'autre côté, j'ai réussi à lui envoyer un courrier recommandé et tout. Et après, on a commencé la décompte. C'est bon? Maintenant, j'ai quitté le logement. J'ai quitté le logement. Et je n'avais pas épuisé toute ma période de préavis avant de quitter le logement. Moi, j'ai changé encore de ville. Vous voyez maintenant, j'ai changé de ville. Et j'attendais qu'à la fin du mois, il avait un mois, tout un mois pour m'envoyer, moi, ma caution. D'accord? Et à la fin du mois, la période qu'il avait pour m'envoyer ma caution, le gars, le bailleur, il m'envoie une caution, mais pas la totalité. Je lui demande pourquoi est-ce qu'il ne m'envoie pas la totalité. Il dit non, que la période de préavis qu'il a prélevé, une période aussi et tout. Je dis non, pourquoi? Il dit ah, je ne lui avais pas annoncé mon départ aussitôt et tout, et qu'il n'avait pas comptabilisé et tout. Je dis ok. Et j'ai encore pris mon contrat de bail. J'ai relu. Entre-temps, j'avais demandé à mes colocataires sur Montpellier de m'informer si, quand je vais quitter le logement, si après mon départ, le bailleur, il va ramener quelqu'un pour rester dans le logement. D'accord? Et dès mon départ, le bailleur, il a ramené quelqu'un dans le logement. Il lui a loué le logement. Ce qui veut dire que dans ma période de préavis, avant de quitter là, un mois là, moi j'ai quitté avant la fin de ma période de préavis. Du coup, comme je lui ai dit que j'ai quitté le logement et j'ai laissé la clé, lui il est venu, il a ramené un client, un locataire maintenant et il a loué le logement. Dans ma période de préavis, il a loué le logement. Malgré le fait qu'il a loué le logement dans ma période de préavis, il ne voulait pas me rendre toute ma caution. Vous voyez un peu? Maintenant, j'ai relu le contrat et dans le contrat, une clause dit que quoi? Quand le bailleur, il loue le logement dans la période de préavis du précédent locataire, le bailleur ne doit plus prélever ce montant-là de la caution de l'autre locataire. Vous voyez un peu? Parce que c'est un logement, toutes charges comprises et tout. Moi, j'ai quitté le logement. Maintenant, tu l'as loué. Tu l'as loué, on te paie pour ça. Dans ma période de préavis, on te paie pour ça. Maintenant, tu reviens vers moi pour me prélever tout ce montant-là, toutes ces charges-là. Or, dans le contrat, il y a une clause qui dit que non. Du moment où j'ai quitté et que lui, il a loué le logement en question, il ne doit plus déduire toutes ces charges-là de ma caution. Vous voyez un peu? Et c'est grâce à cette clause-là que j'ai pu avoir la totalité de ma caution. Or, si je n'avais pas lu mon contrat de bail, je ne saurais pas. Et je ne pouvais même pas revendiquer. Parce qu'à la base, quand je lui ai écrit un message lui demandant de me compléter ma caution, il était là, le gars, il m'a menacé. Il m'a même dit que lui, son frère, il est avocat et tout, et que moi, je peux porter plainte où je veux. Mais il a fallu chercher les clauses, dire que telle clause stipule que telle chose, telle chose, telle chose. Vous voyez? Et c'est après tout ça qu'il m'a versé la totalité de ma caution. Vous voyez? Maintenant, nous allons aborder la troisième chose. La troisième chose ici fait partie des démarches administratives à effectuer. D'accord? Il s'agit ici de la déclaration des revenus ou la déclaration d'impôt. Pour les anciens, eux, ils le savent déjà.
Si tu es ancien, normalement, tu as déjà ton espace de déclaration de revenus. Tu peux aller sur ton espace personnel. Tu vois la déclaration automatique qui a été faite. Tu valides, tu confirmes ou tu infirmes en fonction des informations qui ont été relayées. C'est bon? Il ne faut pas être malin. Si les chiffres ne sont pas exacts, tu corriges, tu demandes, tu rectifies avant de soumettre. Parce que ça rattrape toujours. Si tu veux être malin là, ici, ça rattrape toujours. C'est bon? Maintenant, pour les nouveaux étudiants ici, généralement, ils viennent avec la caution ou un AVI, une attestation de virement irrévocable. Et on leur envoie depuis le pays un virement de 615 € minimum chaque mois. Et généralement, ces étudiants ne travaillent plus la première année et c'est après qu'ils commencent par travailler la deuxième ou la troisième année. Maintenant, ils se demandent, comme moi je ne gagne pas de l'argent sur le territoire français, est-ce que je dois déclarer ça? Parce que l'argent que je dépense là, ça vient du pays. C'est pas comme si j'ai travaillé ici, je gagne rien ici. Est-ce qu'il faut déclarer? Oui, il faut déclarer. Il faut déclarer. Et même si après la deuxième année, tu ne travailles pas, tu n'as pas de boulot, que toute l'année, ce sont tes amis qui t'ont aidé de gauche à droite, il faut déclarer. Il faut déclarer, il faut faire sa déclaration de revenus ou d'impôts chaque année. C'est important parce que il y a d'autres démarches ici. Si tu n'as pas ton avis d'imposition, tu ne peux pas les réaliser. Par exemple, demander une assurance complémentaire, santé, Amélie et autres. Si tu demandes ça, on va te demander ton avis d'imposition. Si tu n'en as pas, tu es coincé là. Il y a d'autres choses aussi, d'autres démarches dans lesquelles si tu n'as pas ton avis d'imposition, tu es bloqué. Et pire encore, si après tes études, tu changes de statut, tu deviens salarié, tu as tes fiches de paye et que tu veux te faire naturaliser français, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas toutes tes fiches de déclaration de revenus, tu n'as pas tes avis d'imposition. Et pour un étudiant, ça ne coûte rien d'aller faire la déclaration de revenus parce que tu n'es pas imposable. Généralement, les étudiants ici, si tu fais un petit job d'étudiant, tu vas tourner autour de 700, 750, 800 € le mois. Tu n'es pas imposable, tu ne vas pas payer des impôts. Donc, ça ne coûte pas grand-chose de déclarer ses revenus. Et ça facilite son intégration ici en France. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas citer tout dans une vidéo, sinon ça risque d'être long. Je pense qu'on est presque à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous et à vous abonner surtout. On commence à faire pas mal de nombre de vues ici, mais le nombre d'abonnés, ça n'augmente pas. Partagez, likez et abonnez-vous pour faire développer la communauté que nous essayons ici de créer. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt sur cette chaîne et que Dieu donne à tout le monde. Ciao.